J'ai toujours été très curieuse de faire plein de choses manuelles sans forcément m'en sentir capable. Et à l'école du Louvre, en prenant des cours sur l'histoire de la gravure, j'ai eu un petit déclic de vouloir comprendre en plus de la théorie. Et ça a vraiment été un gros coup de cœur. C'est quelque chose de très rassurant, la gravure. Les étapes, elles sont claires. On prépare son dessin préparatoire, on le reporte sur sa plaque. Il y a quelques petites choses à réfléchir. Il faut penser que ce qu'on va travailler dans la matière sera à l'envers une fois qu'on l'aura imprimé. Donc il y a quelques petits détails, mais tout est très clair, on sait ce qu'on fait. Il y a aussi ce travail vraiment physique de la matière, moi qui me rassure beaucoup. C'est extrêmement... c'est presque hypnotique de retirer comme ça avec ces outils de la matière et de révéler l'image qu'on a réfléchie au fur et à mesure. Ça m'apaise beaucoup. Je pense aussi que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est avoir le contrôle sur des images qu'on fabrique, qu'on pense, qu'on fabrique avec leur message, et que finalement, quand on est une personne trans, les images, on en voit tout le temps sur nous. Pas que les images d'ailleurs, hein, c'est des questions de discours, des questions de représentation. On nous filme pour des documentaires, on nous prend en photo, on parle de nous, on écrit sur nous, et qu'on a très peu le contrôle. Et que je crois que avoir envie de créer et des images spécifiquement avec la gravure, ça a été un peu mon espace pour reprendre du contrôle, en plus de tout le travail militant à côté qui lui en prend beaucoup et qui est extrêmement demandeur même. C'est de l'investissement, c'est très personnel finalement. Donc c'est quelque chose que j'aime. J'aime aussi le fait que c'est un travail de matière. Je trouve que l'encre, c'est une très belle matière. J'aime beaucoup la travailler, avoir l'impression, les jeux de lumière, les jeux d'imprévus aussi. Et ça, c'est rassurant parce que les imprévus, le manque de contrôle, quand on est trans, on y a affaire au quotidien. Dans la gravure aussi, mais c'est quelque chose qui donne une âme à son image. C'est-à-dire qu'on peut imprimer 5 fois la même plaque. Ça ne sera jamais 5 fois les mêmes images. Mais l'imprévu, il n'est pas en soi potentiellement mauvais. Il n'est pas potentiellement destructeur. Alors que finalement, quand on est trans, on accorde une interview, on ne sait pas comment ça va être monté, on ne sait pas quels propos vont être gardés. Non, avec la gravure, on sait que le hasard joue son rôle, mais c'est rassurant. Et puis c'est aussi une façon de voir la beauté dans la différence, même quand on a une même base à chaque fois. Et finalement, si on appliquait ça aux gens, peut-être que les choses se passeraient mieux. Salut Lexi, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté de venir sur Le Petit Bleu. Plaisir. Pour commencer, du coup, j'aimerais tout simplement te proposer de te présenter un petit peu et de nous raconter ce que tu as envie sur toi pour commencer. Oui, moi c'est Lexi, donc j'ai 26 ans. J'ai créé un compte Instagram qui est certainement la raison de ma présence dans Le Petit Bleu, qui s'appelle Aggressively Trans, où je parle de transidentité. J'essaye de plein de façons différentes, un peu du positif, aussi montrer ce qui est moins cool, aussi en puisant dans ma formation d'historienne de l'art, d'anthropologue, parce que je crois que ça dit plein de choses. Et autour de ça, je donne des conférences, j'ai écrit un bouquin, voilà, j'essaye d'être utile à notre belle communauté. Trop bien. Aujourd'hui, tu nous as dit du coup que tu avais envie de parler des pressions subies par le corps des femmes trans. Oui. Et je voulais tout simplement te demander pourquoi est-ce que tu as eu envie d'aborder cette thématique-là. Je pense que j'ai eu envie d'en parler aujourd'hui parce que on sort de l'été et que l'été, c'est une période justement où je crois que pour les personnes trans, ça révèle des tensions autour du corps. C'est une période où, bon pas cet été parce que c'était basiquement un mois de novembre, mais on porte un peu moins de tissu, on est aussi amené à rencontrer des nouvelles personnes. C'est une période de vraie tension sociale. Et pour les personnes trans, je crois que c'est une période pas simple à vivre. Ça l'a été pour moi, honnêtement. Ça a été une période assez compliquée à plein de niveaux. Et ces difficultés liées à l'été, elles ramènent beaucoup, pour les meufs trans, je crois, à notre corps, à comment il est regardé, à comment on le présente socialement. Donc
Je pense que c'est un peu cet entretien l'occasion d'une réflexion bilan en sortie d'été. Ok, bon, super. Aujourd'hui, les femmes trans, elles subissent beaucoup d'injonctions. Donc, on sait que si une femme trans a un look un peu butch et un look plutôt connoté masculin au vu des normes, on sait qu'on va lui dire qu'elle fait pas d'efforts, qu'elle est sans doute pas vraiment une meuf. Et pourtant, quand une femme trans va se maquiller, avoir une expression de genre très femme, on va au contraire lui reprocher de renforcer en fait les stéréotypes de genre. Donc finalement, elles sont coincées. On gagne jamais. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je crois que c'est très révélateur de tensions liées au genre et au militantisme autour des questions de genre aujourd'hui. On est un peu dans des lignes de tension très... dans des sens un peu contraires, où effectivement on est dans de plus en plus de body positivité et on appelle à limiter ces injonctions, à réfléchir aux stéréotypes autour du genre, mais c'est souvent fait dans un contexte qui est hyper cisnormé, hyper binaire, et en tout cas sur les gros comptes sur Instagram, qui est la plateforme où moi j'agis le plus, je vois que les questions de personnes trans, de ce qu'on peut apporter en termes de réflexion, ce qu'on subit en termes d'injonction de nous, c'est très oublié, et qu'il y a un vrai double standard à notre égard, où pour les personnes cis, je parle par exemple dans mon cas de personnes, d'une meuf trans hyper femme. Pour les meufs cis, ça va être ok de dire elle porte ce qu'elle veut et ça dit rien de qui elle est, c'est juste sa liberté de choix et ça justifiera rien de ce qu'elle va subir dans l'espace public. Mais si on est trans, d'un seul coup, il y a des œillères qui se mettent et on n'a plus le droit à cette même liberté, on n'a plus le droit à cette bienveillance. On est ramené même à des sortes d'agents du patriarcat. Donc il y a vraiment, des lignes de tension autour des personnes trans où on nous ramène aux culpabilités qui sont en fait des dynamiques autour du genre créées par les personnes cis. Et pour les personnes cis d'abord, mais finalement on les subit aussi, et peut-être même plus fort en répercussion de ce qu'on revendique publiquement. Et j'ai un peu l'impression qu'on est toujours un peu le facteur un peu trouble-fête dans ces espaces de militantisme, dans ces discours sur le corps, sur le genre, et j'aimerais bien qu'on nous écoute beaucoup plus. Évidemment. Ça va être la conclusion pour tout. Écoutez-nous. En même temps, ce serait bien. Ouais. Je crois. En parlant du corps des femmes trans, on est obligé de noter que le corps des femmes trans est extrêmement sexualisé. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je crois que c'est un des points qu'il est important de souligner entre ce que subissent les femmes cis et les femmes trans. Un des trucs pour lesquels j'essaye d'agir, c'est que moi je me sens jamais à l'aise à me revendiquer féministe, à aller dans des espaces féministes, à aller en manif, parce que j'ai pas l'impression que déjà d'être reconnue en tant que meuf trans, en tant que meuf et personne trans, les deux en même temps, et que j'ai vraiment pas l'impression que les choses que je subis parce que je suis une meuf, on va les reconnaître. Et c'est hyper dur parce que de fait, on n'a aucun espace, nous, en tant que meufs trans, à part ceux qu'on se crée entre nous, sachant qu'on n'a pas de moyens, sachant qu'on a peu d'espaces qui nous sont dévoués. Ça manque et j'aimerais qu'on entende que ce que vivent les meufs trans, et que trans c'est un adjectif, qu'on est des meufs, et que ce qu'on vit c'est aussi ce que vivent les meufs cis, et l'hypersexualisation en fait partie, selon ce qu'on porte dans la rue. Et cet été, bon, l'été, voilà, ça joue aussi, le crop top, la jupe, le short, bon bref, c'est toujours les mêmes problèmes. Mais qu'en plus de ça, il y a une superposition d'injonctions et de violences et de sexualisation du fait qu'on est trans. Et je crois que c'est des sujets qui nécessitent vraiment plus de prise de conscience. C'est omniprésent et la légitimité de ces violences, elle est sans cesse remise en question. Et derrière, institutionnellement, il y a un vide. Il y a les refuges qui accueillent les victimes de violences sexistes et sexuelles qui refusent encore souvent les meufs trans, soi-disant parce qu'on ne fait pas entrer le loup dans la bergerie. Et encore une fois, c'est une façon de nous ramener à des structures patriarcales, à notre assignation de genre, alors qu'en fait, ce qu'on vit est à des dizaines de milliers de kilomètres de cette assignation, d'un moment de sociabilisation masculin qu'on a pu vivre ou pas d'ailleurs, et ça aussi c'est oublié, on n'a pas tous été le cliché de la virilité cis. Donc c'est une réalité qui est omniprésente, qui est honnêtement hyper déshumanisante et qui est insupportable à vivre.
mais qui est en fait vue que par nous, dans la communauté. Donc encore une fois, écoutez-nous plus. À la fin de chaque réponse. À la fin de chaque réponse. On le rappelle. Quand on a préparé l'épisode ensemble, tu m'as dit que tu voulais aborder les stratégies de réappropriation de son corps, notamment par les tatouages, la mode, le sport. Est-ce que tu pourrais nous parler de tout ça ? Oui, c'est un truc où... c'est un peu le premier été où je sociabilise personnellement en ayant un passing qui fait qu'on ne remet pas en question ma féminité. Et que globalement, je peux sortir et on ne va pas essayer de me cloque en tant que personne trans. Donc je suis assez à l'abri avec toute la transphobie et les violences que ça peut impliquer. Néanmoins, c'est aussi le premier été où, de fait, je me prends de plein fouet le cis-gaze, le male gaze, les remarques. Et c'est un espace très particulier. C'est un espace où j'ai pas envie d'être parce que j'ai pas envie qu'on me prenne pour une meuf cis. Il y a plein de meufs cis très chouettes. C'est pas contre les meufs cis, mais je veux pas être prise pour une meuf cis parce que je le suis pas. Et que mon but c'est pas de l'être. Et que en même temps c'est aussi... ma vie ça va être ça. Donc il y a une prise de conscience, c'est même pas une prise de conscience, mais c'est que ça s'enracine cet été. Et ça fait aussi enraciner le besoin de trouver des espaces, des stratégies pour être bien dans ce corps, pour être bien aussi avec les regards sociaux. Et ça demande effectivement des stratégies, un peu de contournement. Et ça passe effectivement par des trucs où... Après se prendre 20 remarques dans la journée, après se prendre des gestes déplacés parfois, des regards, en fait on a envie de refaire de son corps sa propre armure, son propre temple. Et effectivement, moi le tatou c'est le truc que j'ai trouvé qui m'est le plus utile. C'est vraiment une façon à la fois de se dévoiler et de se cacher. Et je crois que quand on est trans, en fait, on est toujours dans un jeu entre ces deux dynamiques. Le fait de se dévoiler et de trouver des espaces où on peut être trans parce que c'est qui on est et qu'on n'y échappe jamais. Et en même temps, des moments où il faut qu'on se protège et on ne peut pas l'être parce que c'est une mise en danger. Et le tatouage, je trouve que c'est un peu cet outil. Parce que ça cache le corps sous de l'encre, sous de la couleur, sous des motifs, sous des mots aussi. Des mots qu'on offre à regarder et du coup réfléchir à quels mots on va laisser voir par qui. Et en même temps, c'est l'occasion de dire des choses pour soi. Moi, j'ai fait plein de tatouages où vraiment ça a été thérapeutique. Et c'est des trucs, quand je les regarde, ça me rappelle qui je suis face au regard extérieur. Et c'est un ancrage, vraiment. À la fois, littéralement, et en même temps, dans le moment et dans soi. Donc c'est un peu ma stratégie. Je sais qu'il y a plein de personnes pour qui, effectivement, le sport, c'est aussi l'occasion d'être dans le jeu avec ses limites, les limites de son corps, avec tout ça. Je crois que c'est un vrai truc qu'on doit cultiver dans la communauté, le fait de se créer des moments aussi où on va aller en groupe entre meufs trans, entre mecs trans, entre personnes non-binaires, tous ensemble ou alors séparément, à la piscine. Et le fait de créer une cohésion de groupe autour de ces moments d'ancrage dans soi, c'est aussi, je crois que c'est aussi vraiment nécessaire. Et que peut-être ça manque encore trop. On a les groupes de parole, on a ce genre de choses, mais finalement c'est rarement dans le fait de partager ensemble une action. À part quand c'est des manifs, à part quand c'est ce genre de choses, mais ici c'est aussi très engagé, il y a un côté très... parfois ancré dans la colère, dans la violence, et la colère et la violence c'est hyper important. Mais je crois que c'est important qu'on se crée aussi ensemble ces moments de cohésion et ces moments d'action plus paisibles, plus calmes. Globalement, on est une communauté aussi où il y a l'ancrage dans le festif. Peut-être que c'est une stratégie aussi de créer des ancrages dans le calme maintenant, et dans le rapport au corps aussi. Je sais qu'il y a les testos, les apéros testos qui existent dans ce genre et c'est hyper cool. Pour les meufs trans, c'est quelque chose qui manque. Je trouve qu'on a un vrai manque de vie commune entre meufs trans. Okay. Alors qu'on partage en même temps et qu'on en est consciente et que la compassion, elle existe. Alors qu'on partage ces violences qui nous sont hyper spécifiques et qui s'en prennent vraiment à nos corps, qui s'en prennent vraiment à notre intégrité physique. Donc, ça fait partie de ces trucs, je pense, à réfléchir communément.
Ok. Et tu parlais de la mode aussi, des vêtements. Ouais. Comment est-ce que les vêtements, ils ont compté ou non dans ton parcours et dans ton rapport à ton corps? Ça a été un vrai jeu, vraiment. Moi, globalement, quand je parle de ma transition, je dis que c'était vraiment drôle. C'était drôle parce que c'est un moment de changement que j'ai attendu, que j'ai espéré, que j'ai cru jamais atteindre. Et en fait, une fois que j'y étais, c'est bon, la pression s'est vraiment relâchée et c'était juste observer ce qui se passait. Et franchement, c'est marrant. Et par-dessus ça, les vêtements, ça a été peut-être le truc le plus compliqué parce que le vêtement, ça dit tellement de choses, ou on lui fait dire tellement de choses dans l'espace public que ça se réfléchit. Et qu'en même temps, on nous crée plein de pression et en même temps, ça joue avec des trucs, des questions d'éthique, des questions d'écologie, des questions... ça coûte tellement cher de changer de garde-robe. Donc ça a été un truc marrant et en même temps, ça a été associé à parfois des lignes de tension, surtout dans les regards le fait de réussir à se trouver un style. Dans mon cas, c'était un style un peu femme, mais toujours un peu strict, voilà, c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce qui me correspond, c'est ce qui me fait me sentir... puissante dans l'espace public, plus en confiance avec moi-même, et d'entendre dans l'espace public que en fait, ça donnait une mauvaise image de la femme, que ça renforçait des stéréotypes, que c'était vulgaire, que c'était... Alors qu'il y a plein d'autres meufs cis qui ont le droit et qu'on encourage à cette exploration. C'est d'une injustice qui m'a donné envie parfois de juste me cacher, de plus sortir de chez moi, ou alors de sortir avec juste un jean, un t-shirt et je me sens pas bien comme ça. Et en même temps, si tu sors juste en jean, un t-shirt, tu fais pas d'effort, donc ça prouve quelque chose de toi. C'est que t'es sûr d'être une meuf parce que on dirait pas. Donc en fait, c'est très drôle parce que ce chemin qu'on fait avec les vêtements quand on est trans, qui est vraiment le chemin de se trouver et de prendre beaucoup de recul sur même comment un magasin de vêtements s'est organisé, à quel point c'est stupide la division genrée, à quel point il y aurait d'autres choses beaucoup plus cool à faire et plus bienveillantes, je sais pas, organisées en termes de couleurs par exemple, ça pourrait être tellement joli. Nous on est là à vraiment se prendre la tête, à essayer de se trouver, à vouloir juste prendre du plaisir à expérimenter avec les fringues ce que font tous les ados, tous les adultes, à toutes les étapes de leur vie. Et en fait, on n'y a pas le droit. On gagne jamais. On gagne jamais, c'est censé dire quelque chose alors que c'est pas du tout notre propos. Et encore une fois, on nous calque des injonctions, des stéréotypes, des normes qui sont ancrées dans le regard cis, que nous, on passe notre temps à remettre en question. Quand on milite, en plus, on passe notre temps à en parler, mais à partir du moment où on est dehors ouvertement trans, on n'a plus le droit à l'erreur. C'est vraiment plein de lignes de tension très très compliquées à gérer et qui créent une vraie charge mentale spécifique aux personnes trans, je crois. Et ici encore, on en parle quand même très très peu. Et en fait, je pense que la mode, le vêtement, déjà c'est quelque chose à ne pas prendre au sérieux, c'est des bouts de tissu. Que c'est aussi un outil qu'on a rendu genré. Et ça, c'est une dynamique historique qui est très très complexe et qui parle beaucoup du genre. Et que l'avantage qu'ont les personnes trans sur ce sujet et sur plein d'autres, c'est qu'on est, je crois, très en avance. Sur à quel point, en même temps, c'est un outil d'expression qui est utile, mais pas pour exprimer son genre, pas que pour exprimer son genre, pour exprimer une humeur, des références culturelles, notamment dans la culture queer, où le vêtement... il est tellement marqué dans plein d'univers complètement différents qui redéfinissent, déconstruisent le genre. Je crois qu'on a vraiment cette avance de savoir, quand on regarde le vêtement, que c'est cet outil-là, qu'il y a ces pressions-là qui existent. Et j'aimerais qu'on réussisse à entamer un dialogue pour faire comprendre que, en tant que personne trans, on a plein de choses à apprendre, plein de choses à partager. Et que cette prise de recul sur la symbolique du vêtement comme un objet qui serait intrinsèquement genré, c'est l'occasion de la détruire définitivement parce que ça pèse aussi aux personnes cisgenres finalement. C'est aussi une injonction, une pression qui est vécue par les personnes cis et que écoutez-nous plus. À la fin de chaque question. Toujours.
Dans la société moderne, du coup, occidentale, les femmes trans, elles sont sans arrêt ramenées à leur corps. Il y a cette obsession pour leur corps. Ouais, vraiment. Et pourtant, tu me disais, quand on a préparé l'épisode, que ça n'avait pas toujours été comme ça historiquement. Non, non, ça a même été l'inverse. En fait, c'est que dans la façon dont on aborde les transidentités aujourd'hui, surtout dans notre contexte, il y a eu une forme de colonisation, en un sens, du concept et de recentrage des définitions, des concepts, des parcours trans autour des expériences occidentales, de nous, personnes trans européennes, américaines, surtout, et qui, de fait, en fait un truc qui est très médicalisé, et ça, on lutte depuis des années pour que ce soit dépsychiatrisé, démédicalisé. Et de fait, il y a des motifs, des obsessions qui se sont créées. Et pour les meufs trans, l'obsession autour du corps, autour du passing, autour du fait... quand on est une meuf trans, on n'a pas le droit de ne pas être bonne. On doit être giga bonne, on doit être giga belle pour être validée socialement. Et il suffit de voir les figures de meufs trans qui sont effectivement valorisées socialement. C'est Valentina Sampaio qui est mannequin pour Victoria's Secret, c'est Laverne Cox qui est sublime et qui a un passing de ouf. Donc il y a ce rapport au corps qui est omniprésent. Il y a aussi ce rapport au parcours de transition, au changement physique qui est omniprésent, avec le regard cis qui nous ramène à est-ce qu'on a une transition qui est bien, qui est réussie, alors que finalement, historiquement, hors du contexte occidental, la transidentité, c'est une question d'identité, c'est une question de quelle énergie est la tienne, et c'est associé à des rôles dans la société qui sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus beaux que le fait d'être amené à son corps. C'est souvent des rôles spirituels, des rôles même politiques, je pense notamment en Polynésie. Donc il y a vraiment cette espèce de mondialisation autour d'un modèle européocentré du concept de transidentité. Il a vraiment nui à quel point en fait on parle d'identité, et le fait d'avoir aussi un regard qui est un regard des personnes trans comme un ensemble homogène et marginal et qui est décentré de la société, alors que dans les autres contextes, au contraire, les personnes trans font partie des structures sociales. Ça a coupé et ça a amené plein de stéréotypes contre lesquels on doit vraiment se démener. L'idée qu'on est instable intrinsèquement, sans réfléchir aux causes sociales, à l'influence de la transphobie des personnes cisgenres sur notre santé mentale, sur les taux de suicide qu'on ramène sans cesse dans les discussions sur les personnes trans, les questions aussi d'accès à la transition. Qu'est-ce que la transition, elle dit? Qui a la légitimité d'évaluer si on peut transitionner ou pas? Vraiment, je crois que le shift historique où on a vraiment limité les transidentités au concept qu'on a voulu définir dans la psychiatrie, dans la chirurgie, en Occident dans les années 30, 40, 50, ça a complètement... ça a vraiment tué. Bon, déjà, ça a détruit des structures culturelles et des identités de genre dans des contextes culturels qui leur étaient propres, où maintenant on cherche toujours à les ramener à justement ces modèles de transition médicale. Mais en plus de ça, ça nous a, nous, dans notre contexte européen, empêché de toute autodétermination, de toute définition d'un cadre dans lequel on pouvait exister avec les personnes cis. On a vraiment été définis comme une marge. Et les marges, de toute façon, toutes, historiquement, en Occident, elles sont écrasées. Donc ouais, il y a vraiment des regards historiques et des trucs anthropologiques à faire sur les transidentités. Je crois que ça révèle beaucoup de choses. Et que c'est un outil très utile parce que, finalement, c'est... notamment quand on s'intéresse à l'histoire, on a des traces. Enfin, on a des archives pour montrer que oui, en Europe, au Moyen-Âge, on avait des personnes trans. Et qu'en fait, quand on l'a révélé, ça casse tellement d'idées reçues actuelles que ça peut qu'être un outil hyper utile dans la création d'une dynamique nouvelle où on n'est pas juste assimilé, où on est incluse. Trop bien. Maintenant, je voulais qu'on parle un petit peu de ton expérience de militante du coup sur Instagram. Quand tu as lancé ton compte Instagram, c'était à la base pour relayer la transphobie extrêmement présente sur les applis de rencontres. Est-ce que tu pourrais du coup nous parler de ça et du coup de la création de ton compte? Oui, j'ai créé le compte, ça va bientôt faire 3 ans.
Merci. Et en fait, je l'ai créé un peu au moment où je commençais ma transition médicale, où je commençais les hormones. Et ça a vraiment... c'est né d'un espèce de bouillonnement de plein d'émotions très très négatives parce que après avoir passé des années à me dire que j'avais pas le droit d'exister, à avoir honte de moi-même, que mon corps était un objet absolument irregardable, irrecevable, non désirable, après avoir fait un travail très personnel pour me dire en fait non. En fait, tu vas te donner le droit d'exister pleinement, tu vas faire ce qu'il faut pour toi. J'avais un peu l'impression d'une libération incroyable et justement commencer à sociabiliser en étant pleinement moi, sans transiger, sans chercher à cacher, ça m'a fait me prendre des trucs dans les dents que je pensais jamais recevoir. Des menaces de viol, des menaces de mort, vraiment les messages que j'ai partagés il y a 3 ans sur le compte, que j'ai reçus tous les jours et qui m'ont vraiment fait prendre conscience que c'était déjà un travail pour s'accepter soi, mais en plus de ça, on allait quand même nous faire comprendre qu'on n'était pas acceptable. Les messages, je les connais encore par cœur et je pense que je les oublierai jamais parce que c'est juste comprendre à quel point on veut... Il y a des volontés de nous effacer et avec violence et que ça, pour certaines personnes, c'est bien. C'est vraiment prendre conscience de ça, à quel point en fait le travail qu'on fait avec nous et qui est un travail difficile, mais en fait c'est que la première étape. C'est ça qui m'a fait dire qu'il fallait parler parce que en fait moi je me suis sentie tellement seule. J'ai eu envie, enfin je me suis dit sérieux, j'ai eu l'impression de faire le plus dur et c'était dur. Et en fait non, ça suffit pas. J'ai eu envie de mourir, vraiment, très concrètement. Et déjà, le compte me permettait de montrer à quel point, c'est objectif, on reçoit des trucs ignobles juste parce qu'on est trans, alors qu'on débat toujours de est-ce que la transphobie existe, qu'est-ce que c'est la transphobie, enfin, je sais pas, vous avez certainement dû toujours entendre les trucs de « Oh, t'es sûr, t'exagères pas un peu ?» Ben non. Donc montrer que oui, c'est objectif, montrer que non, c'est pas juste, et montrer que en fait, ça implique des conséquences à tous les échelons de notre vie. D'abord, c'était ça. Et ensuite, le compte a pris assez vite. J'ai reçu des réponses de personnes trans qui me disaient en fait, moi aussi, les mêmes messages. Et je pensais être seule. Et comprendre que c'était systémique, c'est un peu ce qui m'a fait prendre du recul sur le compte et dire on peut vraiment l'utiliser ça comme une plateforme pour mener un truc sociologique. Et donc ça s'est diversifié comme ça. Et avec l'expérience maintenant, avec la bouteille, avec aussi le fait que, mine de rien, on est maintenant beaucoup plus de personnes trans à militer en utilisant Instagram, je constate que les mecs trans qui utilisent Instagram, notamment pour militer, se prennent beaucoup moins de merde que nous les meufs trans. Et là aussi, dans le rapport au corps, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est dur. C'est dur parce qu'on est exposé et y a le phénomène de comparaison où les personnes qui suivent plusieurs personnes trans nous comparent entre nous, alors qu'en fait, on a un propos derrière et que, encore une fois, c'est des corps qui sont mis en compétition et qui sont réduits à l'état d'une marchandise et qui sont sexualisés. Enfin, en off, quand on discutait un peu avant de filmer, je te racontais ce truc où j'essaye de partager des trucs un peu aussi de ma vie sur Instagram et il suffit de montrer la paire de chaussures que je porte pour recevoir des messages de envoie-moi des photos de tes pieds pour que je puisse me branler dessus. Quand c'est pas... En fait, c'est vraiment Instagram... Il n'y a pas de demi-mesure, c'est vraiment que des extrêmes. C'est soit « ouais, j'adore ton compte », soit « je vais te décapiter et envoyer ta tête à tes parents », ça aussi je l'ai reçu il y a quelques jours. C'est vraiment soit « personne ne voudra jamais de toi », il faudrait des chambres à gaz pour les personnes trans, ou alors waouh, t'es vraiment mon fantasme absolu, je rêve de coucher avec une meuf trans. Et en fait, jongler avec ces extrêmes, ça fait que parfois on intègre tous ces trucs-là et qu'on oublie qu'on est une personne et que soi-même, après, comme on interagit sur Instagram et en dehors, on est un peu nourri de cette objectivisation, de cette violence et que ça fait que soit on se diminue, soit au contraire on se donne
un espace surdimensionné, mais pour exprimer qu'un seul truc, que le fait d'être sexy, que le fait d'être désirable, alors qu'en fait, on a tellement d'autres choses à dire. Et je crois qu'une grande partie de l'expérience d'être trans, qu'on vit en commun, c'est justement réussir à ça, réussir à se donner la pleine mesure d'être trans, mais pas que. Et en étant trans, être en même temps quelqu'un qui réfléchit, en même temps quelqu'un qui est désirable, en même temps quelqu'un qui, au contraire, veut absolument pas exprimer aucune sexualité. Et pour avoir échangé avec plusieurs amis qui sont des mecs trans, on a un peu les expériences inverses. C'est que beaucoup de mecs trans sont très désexualisés. Ah, vous êtes mignon, où il y a une vraie infantilisation. Alors que nous, on nous accorde aucun espace où on peut ne pas être sexuel. Il faudrait toujours être hyper apprêté, hyper sexy. On est soi-disant vachement plus excité, vachement plus soumise. Il y a tellement de choses qu'on nous martèle sans cesse. Et les personnes non binaires, elles, on n'arrive même pas à conceptualiser leur existence théorique. Donc il y a vraiment que des problèmes. Et encore une fois, Instagram c'est super, c'est un outil qui est génial, mais c'est un outil aussi qui nous martèle ces trucs-là, qui nous les montre. Parce que ça utilise l'image et qu'il y a aussi une grande part d'Instagram où c'est des corps parfaits, dans des corps parfaits, avec des possessions matérielles parfaites. Et qu'en fait, réussir à se créer notre niche, notre place, c'est dur. Mais mine de rien, on y est de plus en plus, on est de plus en plus à le faire. Et je crois que c'est un travail dans le temps, mais que c'est un travail qui est en cours. Ça, c'est sûr. Hein. Pas fini. Oui, non, et puis ça sera pas fini demain non plus, d'ailleurs. On arrive à la fin. Du coup, je vais te poser les 2 dernières questions. Aujourd'hui, dans le paysage féministe actuel, les TERF prennent quand même de plus en plus de place. On les entend de plus en plus. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Et avant toute chose, est-ce que peut-être pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, tu pourrais rappeler ce que sont que les TERF? Vous allez entrer dans un monde merveilleux. Les TERF, c'est un mouvement qui se revendique féministe, un mouvement activiste, militant, c'est une idéologie sociale et politique qui estime que les personnes trans s'approprient une identité. Et c'est un mouvement qui s'est construit à partir d'une thèse, la thèse de Janice Raymond, qui s'appelle l'Empire transsexuel, rien que ça, dans laquelle Janice Raymond estime que l'identité féminine est une identité ancrée dans la nature, dans une matérialité, et ensuite dans des expériences de vie qui sont spécifiques à la féminité, la grossesse, les règles et des violences subies par une domination patriarcale. Et pour elle, dans cette réalité-là, les femmes trans cherchent à infiltrer leur réalité pour la dénaturer, pour se réapproprier leurs paroles, pour empêcher une libération féminine. Ça sonne complètement théorie du complot, hein, mais en fait, ça existe encore, ça a continué, c'est très organisé. Dans le monde anglo-saxon, c'est même structuré politiquement et associativement. En France, on assiste là depuis 5 ans à un vrai développement de la parole, effectivement, TERF, qui repose sur un nombre de rhétoriques très très farfelues et qui, à mon sens même, finalement inverse les revendications féministes. Parce que je crois que depuis les années 60, le mouvement féministe, même avant, le mouvement féministe, sa première revendication, c'est qu'on arrête de considérer que les meufs sont des utérus sur jambes et que des observations pseudo-scientifiques et pseudo-biologiques servent à légitimer les violences patriarcales. Et en fait, nous, en tant que personnes trans, on revendique exactement les mêmes choses. Qu'il y a une construction de violence, il y a une construction de domination, qu'il y a une construction de ce que sont censés être les identités et les genres contre lesquels il faut continuer de lutter parce qu'elles ne font que nous limiter. Limiter les espaces auxquels on a le droit d'avoir accès, limiter les rôles auxquels on a le droit d'avoir accès, limiter aussi les ressources auxquelles on peut accéder. Hein. Le pay gap, clairement, ça vient de là aussi. Limiter aussi ce qu'on peut exprimer dans l'espace public. Et quand on parlait des vêtements, en fait, on revient à ça. Et limiter ce que notre genre est censé dire et permettre. Donc je trouve qu'on est vraiment dans un vrai retour en arrière
Et même dans la façon dont les TERF s'expriment aujourd'hui, elles sont dans la réappropriation de stratégies et de vocabulaire qui est celui de l'extrême droite, qui est celui des groupes masculinistes, et qui en fait est juste dans à nouveau l'injonction et l'essentialisation de ce qu'une femme doit être, pas dans le bon sens. Donc effectivement, elles prennent de plus en plus de place. Encore cet été, aux différentes Pride, on a vu à quel point il y avait des vraies oppositions. Néanmoins, j'ai quand même l'impression que dans la vulgarisation et la démocratisation des discours autour du genre, autour du féminisme, même si la présence trans est encore très peu incluse, c'est plus ce que nous on arrive à dire qui trouve un écho, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une vraie marginalité de la parole TERF, qui marche parce qu'elle a un impact choc, mais qui ne prend pas une ampleur très grande dans justement les espaces numériques et dans les espaces en même temps associatifs. J'ai l'impression qu'on est quand même dans le bon sens, mais on est aussi dans une période très compliquée et les enjeux électoraux l'année prochaine font quand même très peur et montrent à quel point il y a aussi des retours à des lignes conservatrices, à des lignes extrêmement violentes qui sont encore possibles, alors qu'on a souvent cet argument de oui mais on est en 2021, les choses sont quand même bien. En fait, en 2021, je crois qu'on est vraiment au contraire dans un retour à des dynamiques de tension entre volonté d'avancer et volonté de maintenir les choses dans un équilibre très conservateur. Donc je ne sais pas si je suis optimiste, je crois que la peur est très présente dans ce que j'envisage à l'avenir, et en même temps quand je vois à quel point il y a de plus en plus d'initiatives hyper positives comme XY Media, comme Le Petit Bleu, comme Océan qui a fait une deuxième série, comme moi qui ai réussi à écrire un bouquin dans une énorme maison d'édition, ce qui n'était pas gagné pour une personne trans. Je me dis qu'on est quand même en train de créer des choses grandioses qu'on n'aurait peut-être pas pu créer il y a 10 ans, et que c'est là-dessus que je veux rester. Trop bien. Écoutez-nous plus. Toujours, on le rappelle. Juste avant le conseil de la fin, parce qu'on arrive carrément à la fin, une question qu'on va du coup être obligé d'aborder de manière assez brève, ouais. C'est quand même de rappeler que les femmes trans sont extrêmement sujettes à la violence, et que ce soit physique ou verbale d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais nous parler quand même un peu de ça ? Les femmes trans ont toujours été un peu à l'avant-garde des violences. Et en même temps à l'avant-garde des luttes sociales. Quand il y a eu les émeutes de Stonewall et la structuration des premières associations et des premiers mouvements politiques pour les personnes queer, on avait des femmes trans au premier rang qui, en même temps, se faisaient déjà embarquer par les flics, qui se faisaient déjà tuer en se faisant jeter dans des rivières. Marsha Rivera a fini hyper précaire. Sylvia Rivera a fini hyper précaire. Marsha P. Johnson, elle a fini aussi quand même dans une galère pas possible. On a toujours été à cette intersection des possibilités et de la construction d'un futur qui est plus inclusif et qui est plus positif, et des violences. Encore aujourd'hui, je crois que dans la communauté trans, c'est souvent les femmes trans qui prennent le plus de violences, et que ces violences, elles sont aussi plus frontales, plus directes. Il ne s'agit absolument pas de dire que les hommes trans et les personnes non-binaires ont la vie facile, c'est clairement pas le cas. Mais quand on s'intéresse au regard social qui est porté sur les femmes trans, le discours sur les privilèges, on est sans cesse méprisé parce qu'on est ramené à une image de ridicule, ce qui montre aussi à quel point il y a un environnement culturel misogyne constant. Quand il s'agit d'agressions, la plupart des personnes trans qui sont tuées sont des femmes trans, et des femmes trans noires spécifiquement. Encore cette année en France, à Reims, une femme trans a été égorgée puis brûlée vive dans son appartement. Il y a vraiment une intersection où on se situe des violences et en même temps de l'action pour les luttes sociales. En Colombie, dans un contexte de lutte politique, c'est aussi des femmes trans qui sont sur les barricades, qui ont été sur des barricades. Donc il y a vraiment on est à une position extrêmement dure à occuper. Et en même temps, on a, je crois, développé une résilience, une force, un courage, une colère qui est pas la colère destructrice de l'homme blanc, cis, hétéro, qui est la colère créatrice des personnes qui en fait ont rien d'autre à perdre.
Donc effectivement, on est sur ce point de jonction qui est très très dur. Et en même temps, je pense qu'on se donne les outils pour que ça change. Et je suis tellement admirative de plein de femmes trans qui font des choses incroyables. Encore une fois, pour les citer, mais XY Media, bravo, merveilleux, Acceptess. C'est d'une puissance et c'est salvateur pour plein d'autres personnes dans la communauté. Le Strass, là encore, elle sauve des vies. Donc, waouh, on est des personnes, on est des femmes fortes, incroyables et we can do this. Ça à fond. Est-ce que juste avant de terminer cet épisode, tu as quelque chose que tu aimerais conseiller à celles et ceux qui regardent cet épisode ? Eh ben moi j'aimerais conseiller, mais je pense que c'est un réflexe qui est déjà très, très courant. J'aimerais conseiller aux personnes trans les plus jeunes, qui sont peut-être dans des contextes familiaux pas les plus encourageants, qui sont aussi parfois en région un peu isolées, de jamais hésiter à utiliser les outils numériques. Il y a plein de groupes Discord qui sont hyper utiles, il y a plein de groupes Instagram, de pages Facebook, d'entraide. Je pense que c'est des outils qu'il faut savoir utiliser et je pense aussi que c'est des outils qui nous montrent qu'on n'a pas forcément besoin de toujours s'exposer physiquement pour pouvoir trouver des espaces où on est soi-même. Et je veux rappeler que en cette sortie d'été, en cette sortie de toute la période qui a été la Pride, tout ça où on a fait plein de choses. On est en période de rentrée aussi scolaire, universitaire, du boulot. Parfois, faire son coming out en tant que personne trans, c'est s'exposer à du danger et que ne pas le faire, c'est pas être moins légitime. Donc la plus importante dans cette communauté, c'est de se protéger, de se préserver et qu'il ne faut pas hésiter à se donner le droit de tous les outils pour rester en bonne santé physique et mentale. Ok. Eh ben, merci énormément Lexi pour cet entretien hyper complet, hyper riche et tout ça. J'espère que ça a été intéressant et clair. Ouais, à fond. Merci beaucoup.